Donc, bonjour à tous à nouveau, et donc aujourd'hui, et bienvenue à cette deuxième séance du séminaire autour des structures de contrôle. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer une petite série commencée la semaine dernière avec l'exposé de Caroline Collange, que je pourrais appeler les métamorphoses du contrôle. Donc une fois qu'on a du contrôle dans un langage de programmation, qu'est-ce qui devient lorsqu'on passe dans les compilateurs, puis dans la génération, puis dans l'architecture matérielle. Et donc, pour nous parler de la partie compilateur, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Demange, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Rennes et fait sa recherche au laboratoire IRISA, comme Caroline Collange la semaine dernière, et donc qui est une spécialiste de compilation et de vérification formelle des compilateurs. Et donc, il va nous parler de différentes représentations intermédiaires utilisées dans les compilateurs et comment chacune traite le contrôle. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de ce qui se passe à l'intérieur des compilateurs. Alors, dans cet exposé, je vais surtout parler des compilateurs pour des langages impératifs, parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé essentiellement. Donc, globalement, un compilateur, on peut le découper en trois morceaux, de manière assez grossière. D'abord, il y a la face avant, voilà, qui s'occupe de transformer le texte du programme en déjà une représentation intermédiaire, une représentation du programme, souvent sous la forme d'un arbre de syntaxe abstraite, donc l'AST. Et donc ça, c'est fait dans la face qu'on appelle avant. À l'autre bout du compilateur, il y a la face arrière qui s'occupe de là générer le code pour l'architecture matérielle cible. Et au milieu, on trouve ce qu'on appelle, je n'ai pas réussi à traduire, le middle end, où on opère certains traitements, la plupart plus ou moins indépendants, à la fois du langage source et du langage cible. Et c'est à ce moment, c'est dans cette partie-là du compilateur qu'on va trouver des représentations donc, intermédiaires. Donc on peut voir les représentations intermédiaires de programmes comme simplement une étape de compilation, une étape de la transformation d'un langage vers un autre, donc source vers cible. Et en fait, c'est là que vont avoir lieu la plupart des analyses du programme et de ses optimisations. Et donc la représentation intermédiaire, c'est là aussi qu'on va devoir, c'est dans ce format-là qu'on va devoir transformer le programme sans bien sûr en changer la sémantique. Et donc d'un certain point de vue, les langages, les représentations intermédiaires ne sont ni des langages dans lesquels on programme, au niveau source, ni des programmes écrits dans un langage exécutable par une architecture, mais ce sont des langages dans lesquels on peut facilement analyser et transformer et optimiser les programmes. Donc, ce sont des langages d'optimisation de programmes. Et de ce fait, il y a quand même des enjeux sémantiques importants qui se jouent. Donc, il va falloir savoir expliciter l'information qui est déjà présente dans le programme pour pouvoir la rendre accessible aux analyses et aux optimisations. Et comme on va le voir dans cet exposé, il faut voir une représentation intermédiaire comme plus qu'une simple structure de données auxiliaires qu'utilise le compilateur. Ça doit être un reflet fidèle du programme sous compilation, et donc on aimerait pouvoir le doter d'une sémantique. Alors on n'a pas toute la marge de manœuvre qu'on souhaite, puisque une représentation intermédiaire, elle se tient entre le langage source et le langage cible. Donc les choix qu'on va pouvoir faire, les choses qu'on va devoir refléter dans cette représentation intermédiaire sont fonction de ce qu'on récupère en entrée, de ce qu'on doit produire en sortie. Et évidemment, il y a un problème important de correction sémantique, c'est-à-dire qu'il faut assurer que la transformation, l'optimisation qu'on fait sur le programme ne modifie pas le comportement du programme source. Et donc il y a un critère de raffinement sémantique qui doit être maintenu au fur et à mesure de toutes les phases de compilation, donc du langage source, en passant par les représentations intermédiaires, avant, après l'optimisation, et puis jusqu'au langage cible.
Donc il y a une représentation intermédiaire qui est très connue et qui est disponible depuis à peu près les années 70 et qui est devenue absolument incontournable dans les compilateurs optimisants pour les langages impératifs, et c'est le graphe de flow de contrôle dont vous avez déjà entendu parler lors d'un cours précédent. Donc, sur la gauche, je mets un petit programme impératif très simple, exemple, et puis à droite, sa représentation sous forme de graphe de flow de contrôle. Donc dans chacun des sommets du graphe de flow de contrôle, je trouve des instructions ici, et les arcs du graphe de flow de contrôle pointent vers les successeurs directs à l'exécution de cette représentation de programme. Alors dans le graphe de flow de contrôle, justement le flow de contrôle en fait est ici séquentiel et complètement explicite, c'est-à-dire que je dois exécuter une instruction à un point de programme, puis le successeur direct. Et déjà, dans ce graphe de flow de contrôle, on a déjà une représentation de tous les chemins possibles d'exécution du programme qu'on avait en entrée. Alors, dans cet exposé, je vais uniquement considérer les graphes interprocéduraux, c'est-à-dire où, alors là, je n'en ai pas, mais si j'avais des instructions qui réalisaient des appels de fonctions, ces appels de fonctions seraient vus comme des instructions de base. Donc, du point de vue du graphe de flow de contrôle, je pointerai directement vers le successeur de l'appel de fonction et je ne déroulerai pas l'appel de fonction. Donc, justement, le point de départ de cet exposé, c'est le graphe de flow de contrôle, donc intraprocédural, sur lequel on réalise déjà beaucoup d'analyse et d'optimisation. Et en fait, il y a quand même certains problèmes qui ont été rencontrés en travaillant sur cette représentation intermédiaire, notamment en termes de coût, de précision des analyses, et donc de potentiel d'optimisation sur le programme. Il y a aussi un autre aspect qui est la rigidité sémantique, on en reparlera peut-être un petit peu au cours de l'exposé. Et pour répondre en fait à ces difficultés-là, il y a beaucoup de représentations intermédiaires qui ont été proposées. Je vais vous en présenter quelques-unes qui sont les plus emblématiques de mon point de vue et qui ont commencé à apparaître à partir des années 90 et qui ont été spécialement conçues pour justement régler les limitations qu'on avait à optimiser directement un graphe de flow de contrôle. Et puis un petit peu plus tard, après un certain temps, ça a été diffusé dans à peu près tous les compilateurs de référence qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc LLVM, GCC, il y a aussi des compilateurs dynamiques, donc juste à temps. Et puis il y a certains compilateurs que je mentionne, ici CompCert, Vellum et puis CompCert SSA, parce qu'il y a un certain prisme que je vais donner à cet exposé qui est celui de la vérification formelle des compilateurs. C'est mon domaine de recherche. Donc ça a commencé à vraiment décoller à partir des années 2010, donc un certain temps encore avant toute cette apparition-là dans les compilateurs de référence. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment eu une compréhension sémantique très fine et très précise de ce qui se passait réellement dans les compilateurs. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est que la compilation vérifiée ? On s'intéresse et on étudie les principes fondamentaux des techniques et des algorithmes qui sont utilisés en compilation. Et ça se fait au travers d'une formalisation mathématique. Donc on exprime la sémantique des langages, des représentations intermédiaires. Et ce qu'on cherche à identifier, ce sont les propriétés sémantiques de ces objets-là. Et aussi dégager certains principes de raisonnement et le principe de preuve. Alors souvent, les preuves, on les fait dans un assistant à la preuve. Personnellement, je travaille avec l'assistant de preuve Coq. Et dans quel but on fait ça ? Déjà parce que c'est passionnant. Donc ça nous apporte une compréhension fine et profonde de ce qui se fait dans le folklore des compilateurs tels qu'on peut les trouver sur étagère. Et la mécanisation qu'on fait dans les assistants de preuve, en fait, nous donne très peu d'angles morts dans les raisonnements qu'on peut faire. Et donc ça lutte un petit peu contre les intuitions et les parfois fausses qu'on a sur les critères de correction de ce qu'on fait dans les optimisations. Et d'un point de vue général, tous ces résultats-là, en fait, alors certes, ils renforcent la confiance qu'on peut avoir dans les compilateurs traditionnels. Ça donne des compilateurs qui sont formellement vérifiés vis-à-vis de la sémantique du langage source et cible. Mais tous ces travaux-là, en fait, ils donnent des avantages aussi dans le contexte non vérifié pour comprendre davantage ce qui se passe à l'intérieur des compilateurs. Donc je vais commencer par le graphe de flow de contrôle et puis faire quelques petits rappels sur cet objet-là.
Donc le graphe de flow de contrôle, j'ai donné une représentation graphique. En fait, ce qu'on peut manipuler, c'est juste un graphe, donc, qui à chaque nœud associe une instruction et la liste des successeurs directs. Et puis il faut aussi que je me donne un point d'entrée, donc PCE, qui appartient à l'ensemble des nœuds du graphe. Et sur cet objet-là, il est très facile de définir une sémantique opérationnelle, petit pas. Il s'agit juste de se doter d'un petit compteur ordinal, PC, point de contrôle, et puis d'un environnement. Alors là, je suis dans un langage très simple où je n'ai que des variables. Donc je me souviens pour chacune des variables de leur valeur. Et j'exprime la sémantique petit pas de cet objet-là comme avec une relation de transition que j'exprime entre les configurations ou les états qui sont constitués donc d'un point de programme et puis de l'environnement courant. Et pour les états finaux, évidemment, je peux me limiter à la connaissance de la valeur retournée par le programme. Et donc, à quoi ça ressemble les règles sémantiques opérationnelles petit pas sur ce type d'objet? C'est assez simple à formuler, en fait. Donc, partant d'un état d'exécution PC1 et RAW, donc un environnement RAW, si en PC1 j'ai l'instruction goTo PC2, je branche simplement à PC2 sans changer rien à l'environnement. Pour réaliser une affectation, je passe directement à son successeur PC2 et puis je modifie au passage l'environnement en la variable x où je vais lui affecter la valeur de l'évaluation de l'expression E dans l'environnement courant ρ. Pour le if, c'est pas bien plus compliqué, il s'agit juste de déterminer la valeur de l'expression booléenne dans l'environnement courant, et puis selon sa valeur, je branche soit au premier successeur, soit au deuxième, indiqué directement dans l'instruction. Et donc pour le return, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, l'état d'arrivée en fait est simplement la valeur de retour fournie par le programme. Donc la sémantique opérationnelle se formule assez facilement sur ce type d'objet. Alors, je parle du graphe de flow de contrôle de cette manière-là. En fait, il y a déjà plusieurs variantes qui sont proposées du graphe de flow de contrôle. Ici, j'ai mis, et ça se prêtait bien à ce programme-là, mais là, et c'est cette variante-là que je considère souvent. En chaque sommet, je ne place qu'une seule instruction. Alors, souvent dans les compilateurs, il y a ce qu'on appelle des blocs de base. Donc, ce sont des séquences d'instructions qui s'exécutent les unes après les autres. On ne peut entrer que par l'entrée du bloc de base et ne sortir que par la fin du bloc de base. En fait, il y a une autre variante qui est aussi très intéressante, où finalement les instructions ne sont pas placées dans les nœuds du graphe, mais sur les arêtes. Voilà. Donc ici, au if, je passe au point numéro 2 en exécutant, en me souvenant de la valeur, en tout cas de l'expression qui a mené jusqu'à ce point de programme-là. Alors, ce n'est pas une représentation qu'on trouve souvent dans les compilateurs. C'est plus utilisé dans des contextes d'analyse statique de programme. Donc ça, c'est la représentation intermédiaire qui est utilisée traditionnellement par quasiment tous les compilateurs. Et en fait, les optimisations sur cette forme intermédiaire, elles sont, beaucoup d'entre elles, basées sur ce qu'on appelle une analyse de flot de données, qui a été introduite en 1973 et puis étudiée davantage en 1976. Et il s'agit d'inférer statiquement des ensembles de faits traditionnellement sur les variables de votre programme, mais plus généralement sur les valeurs qui sont calculées à l'exécution du programme. Donc on peut être intéressé à déterminer quelles sont les variables qui portent une valeur constante au cours de l'exécution. Quel est l'ensemble des variables actives, c'est-à-dire dont je vais me servir de la valeur sans les redéfinir entre-temps. Quelles sont les possibles définitions de variables qui peuvent atteindre un certain point, etc. etc. Et alors, le cadre idéal pour faire ce genre d'analyse statique, c'est celui-là. Donc on se fixe un treillis dont justement les éléments appartiennent à D. Et c'est là-dedans que je vais coder, que je vais représenter l'information statique que je vais inférer. Et pour chaque instruction, on définit une fonction de transfert. Donc en chaque sommet PC, je vais définir une fonction qui transforme la connaissance statique que je connais en une autre, et elle représente l'effet de l'instruction. Et ensuite, j'ai juste un système d'inéquations à résoudre pour propager l'information et obtenir une solution à ce système. Et l'algorithme pour résoudre ce système d'équations,
C'est un algorithme standard, c'est un algorithme itératif qui utilise une worklist, des nœuds du point de programme auxquels j'ai besoin de continuer de propager l'information. Donc vous partez d'une worklist qui contient en général le nœud de départ sur les analyses avant, et puis tant que cette worklist n'est pas vide, vous continuez de propager les informations. Donc on choisit un élément de cette worklist, on calcule depuis l'information qu'on connaissait en PC, on calcule sa transformée par la fonction de transfert, on obtient une valeur, et puis ensuite cette valeur-là, on va la transmettre à chacun des successeurs de PC. Et on la transmet comment? En faisant l'union avec ce qu'on savait déjà en PC', et si jamais ça a changé, alors on met à jour l'analyse en PC', et puis on marque le fait que PC' doit être réanalysé dans la suite. Et donc sous certaines bonnes conditions, on peut montrer que cet algorithme termine et calcule les solutions de ce système. Alors je vais utiliser un exemple fil rouge pendant l'exposé. Donc c'est un exemple d'analyse dataflow très très simple qui est celui d'analyse de constantes, donc qui est utilisé dans des optimisations telles que propager les constantes, c'est-à-dire réécrire des expressions qui textuellement seraient variables par la constante correspondante dans le code du programme. Ça permet aussi d'éliminer certaines portions de code qui sont inutiles pour le calcul réalisé par le programme. Et donc ça, c'est basé sur le treillis des constantes, donc le treillis à 3 niveaux. Et là, sur la droite, j'ai placé un petit exemple de graphe de flow de contrôle. Et sur ce petit graphe de flow de contrôle, ce qu'on peut faire, c'est matérialiser l'ensemble des faits qui sont inférés. Donc là, je marque en chaque point de programme l'information après la convergence de l'algorithme de Kildare. Alors ici, je m'intéresse aux constantes simples, c'est-à-dire que les conditions de branchement ne sont pas considérées pour raffiner l'information que je sais sur la valeur des variables. Donc